Bonjour tout le monde. On est à la ligne droite, la dernière ligne droite de ce merveilleux forum 2023. Mon nom est Anna Gay, je suis membre du CA, du RFE et représentante de la Société québécoise d'évaluation des programmes. J'ai l'honneur d'animer cette dernière activité qui va être la synthèse des 3 membres ici présents. À l'extrême gauche, c'est André-Lisa Belzer, présidente du conseil d'administration de la Société canadienne d'évaluation. On a monsieur le professeur Philippe Poirier de l'Université du Luxembourg et l'honorable Éléonore Joassi, commission d'évaluation de l'Assemblée nationale de Madagascar. À vous la parole. On peut commencer par André-Lisa. Merci. Je ne m'attendais pas à ce que je me sente autant chez moi, ici chez vous. Oui, je suis venue avec une poignée d'amis déjà que j'avais hâte à retrouver ici. Ça fait quelques années que je m'implique en tant que bénévole sous les ailes de Marie Gervais pour le RFE, pour les FIF. Ça a été toujours un rêve d'y participer moi-même. Maintenant, j'ai eu l'occasion. Et maintenant, quand je regarde dans la salle, je vois beaucoup de visages que maintenant que je compte comme des amis, des collègues. Donc, merci. J'aimerais aborder vite 3 points parce que c'est mon numéro préféré. J'aimerais commenter ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu à propos de la francophonie et l'importance d'un réseau de langue française. J'aimerais aborder la professionnalisation et dernièrement, je veux mentionner la décennie des peuples d'ascendance africaine. Donc, la francophonie désire accès aux ressources, aux réseaux en français pour le renforcement de compétences et pour l'accueil et la promotion des évaluateurs émergents et aussi avoir de l'influence et d'échanges avec d'autres réseaux linguistiques. Non seulement les anglophones, mais aussi les autres langues, les luciphones, les hispanophones, les allemands, almanophones, germanophones, etc. Donc, j'ai compris ça. Et au Canada, récemment, avec la SCEP, on a eu un échange entre des collègues internationaux en arabique, en français, en espagnol et en anglais. C'est un petit commencement. Et j'ai appris à quel point c'est important cet échange pendant ces 2 jours. J'en ai appris et j'apprécie davantage à quel point c'est important d'avoir un échange qui s'agit non seulement de la traduction des matériaux, mais aussi un échange et une traduction des concepts, des valeurs, etc. Entre les cultures francophones et les cultures qui sont devenues francophones. La professionnalisation, et au Canada, nous avons notre programme d'accréditation et on est en train de travailler à ce programme pour l'inclusion, pour
pour inclusion et pluralité et diversité comme une force, comme un atout pour renforcer la pertinence et la qualité des évaluations. Et ça veut dire que nous avons des compétences dans 5 domaines de capacité et à l'intérieur de ces domaines, il y a des compétences que nous accueillons des différentes manières d'acquérir et de démontrer ces compétences avec une justice épistémologique pour des évaluateurs venant des universités, par exemple, et des évaluateurs venant d'autres domaines de travail ou des communautés avec des connaissances traditionnelles ou d'autres connaissances que des connaissances eurocentriques, par exemple, ou académiques. Ces domaines de capacité touchent à la pratique technique. Et j'ai entendu parler des compétences techniques, mais aussi il y a 4 autres domaines de capacité. Pratique réflexive, la réflexion, auto-évaluation, interpersonnelle, situationnelle et gestion. Donc, et la gestion, ce que je vois, c'est à l'avenir, on doit renforcer cet domaine avec des compétences pour la gouvernance d'évaluation et l'évaluation de gouvernance. Parce que on est en train d'aller au-delà de la participation des tentateurs d'enjeux et maintenant, on parle de gouvernance jointe. Donc, pas seulement l'implantation d'évaluation ou la pratique d'évaluation collaborative, mais vraiment de décider ensemble comment on va définir le problème et qu'est-ce qu'on va privilégier comme question, etc. Donc, la gouvernance d'évaluation est un domaine de capacité que je vois émerger et on en a parlé ici aussi. Et on a aussi célébré les 10 ans du RFE et on a parlé de notre vision pour l'avenir du RFE. Et j'ai mentionné à quel point, pour moi, le RFE est important non seulement pour servir des évaluateurs francophones qui ne résident pas au Québec, au Canada, donc la diaspora francophone, mais aussi pour les Afro-Canadiens francophones aussi. Et là, il y a, je dois faire référence à la décennie internationale des personnes d'ascendance africaine. Et donc, ma vision, c'est qu'on va s'impliquer au Canada et avec le RFE, avec AFREA, pour redevabilité envers les demandes de cette décennie et pour le forum maintenant établi aux Nations Unies pour reconnaissance, justice et développement. Et à l'avenir, toute discussion de développement, j'espère que ce sera basé sur une compréhension de reconnaissance et de justice. Et au Canada, on a fait un long chemin, on pourrait dire 400 ans, mais plus récemment, les dernières 10 années, un chemin pour vérité et réconciliation avec les Autochtones au Canada. Et cette question de reconnaissance et justice et droit, ce que ça établit pour les évaluateurs, c'est oui, l'inclusion, oui, responsabilité culturelle, etc., pour travailler ensemble, oui. Et en même temps, la souveraineté et les droits et les réparations. Et quand on parle de transparence,
faut être aussi transparent, ce qu'on a appris et ce qu'on continue à apprendre. Comment nous, les pays du Nord, continuent à occuper des espaces, des économies, etc. Comment nous continuons à contribuer à ces inéquités que nous travaillons sur l'autre côté, avec lesquelles nous travaillons sur l'autre côté dans nos activités d'objectifs de développement durable. Donc, je vois dans l'avenir une prise de conscience et un équilibre qui verra l'émergence de nouvelles conceptions de ressourcement d'évaluation, de gouvernance d'évaluation qui sert non seulement l'inclusion, mais aussi la souveraineté. Merci. Merci André-Lisa pour ce beau paysage de cette analyse assez exacte pour cette clôture et certainement que d'autres vont avoir une contribution aussi à faire de ce qui les a marqués durant ce premier forum. Bon. Maintenant, quand j'ai fait des présentations tout à l'heure, j'ai commencé par André-Lisa, j'ai sauté par le professeur. Alors, c'est à l'honorable Éléonore qui va nous faire état de ces activités, de ces réflexions autour du FIF 2023. Merci. Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour encore à tous. Donc pour cette synthèse, au bout de 3 jours assez intenses, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous partager ce que j'ai pu personnellement tirer de ce forum. Donc je me suis questionnée déjà, de quoi s'agit-il? D'un forum, donc d'une réunion de débat. Comme on dit, c'est l'endroit où se tenaient les discussions pour les affaires publiques dans la Rome antique. Et notre forum avait donc 3 thématiques majeures. Le numérique au service de la gouvernance de l'évaluation des ODD à l'épreuve des technologies numériques et les technologies numériques et pratiques de l'évaluation. Autour de ces 3 thématiques, les objectifs étaient de renforcer l'institutionnalisation de l'évaluation, de promouvoir l'évaluation dans l'espace francophone, d'inscrire la francophonie dans l'agenda mondial de l'évaluation, de renforcer les capacités nationales d'évaluation et de promouvoir la diversité, l'égalité et l'inclusion dans l'espace francophone. Voilà pourquoi nous étions là durant ces 3 jours. Et nous étions qui? Nous sommes qui? Nous sommes donc un réseau matériel ou immatériel, puisque nos travaux vont être diffusés, vont prendre différentes formes, j'en suis certaine. Et ce réseau, c'est un ensemble interconnecté. Je vous rassure, je suis juste allée chercher cette définition, elle n'est pas de moi. Ensemble interconnecté fait de composants et d'interrelations qui autorisent la circulation en continu, en discontinu de flux ou d'éléments finis. Alors, quelles étaient les composantes? Il y avait les organisateurs, que je remercie au passage, les associations nationales d'évaluation, qui sont foisonnantes, les officiels des différents pays, des techniciens et des prestataires, des commanditaires d'évaluation, des utilisateurs et consommateurs d'évaluation, des chercheurs, des diffuseurs, bref, un ensemble d'acteurs de l'évaluation qui, je pense, a pu trouver durant ces 3 jours matière à échanger et à s'enrichir au fil des discussions et des ateliers.
Et première conclusion pour moi, c'est que l'évaluation, c'est un écosystème vivant, c'est un véritable milieu organisé avec ses besoins, ses métiers et ses moyens financiers suffisants ou insuffisants. Mais en tout cas, voilà, c'est un monde et il est bien vivant. Quels étaient nos inputs au cours de ces 3 jours? Nous avons eu des expertises, des partages d'expériences, des fruits de recherche et bien sûr énormément de questionnements. Les réponses, bon, elles ont été ce qu'elles sont. Et en plus de ces inputs, nous avons été réunis ici en une quarantaine de séquences, des ateliers, des panels, des plénières, au cours desquels 170 participants environ se sont relayés. Mes chiffres, ils sont approximatifs parce que je ne suis pas en train de faire l'évaluation du forum, mais je suis juste en train d'essayer de cerner un peu à ce que nous avons pu faire. Et nous étions donc une trentaine de nationalités pour aller vers les objectifs que j'ai cités auparavant. Alors, quels sont nos outputs? Parce que c'est quand même l'intérêt d'une synthèse. En matière de renforcement de l'institutionnalisation de l'évaluation, nous avons pu bénéficier de différents partages de quelques pays, le Congo, la Côte d'Ivoire, le Niger et Madagascar. Nous ont partagé voilà, leur processus, où ils en sont et quelques perspectives. Et cette liste n'est pas exhaustive. Les associations nationales, mais aussi les chercheurs, les évaluateurs ont contribué à cette institutionnalisation. Nous avions eu également nos partenaires techniques et financiers. J'en citerai quelques-uns, donc GEI, l'AFD, l'ENAP et beaucoup d'autres encore. Vous me pardonnerez de ne pas vous donner une liste exhaustive. Et bien sûr, l'institutionnalisation ne pourrait se faire sans le dynamisme des associations nationales, notamment donc celle qui nous accueille, la SOLEP, mais aussi CEVA, l'RFE et bien d'autres encore. Donc en matière d'institutionnalisation, je pense qu'un pas ou plusieurs ont pu être faits au cours de ces 3 jours. L'autre objectif, c'était de promouvoir l'évaluation dans l'espace francophone. Et voilà, Andrea Lisa en est l'une des témoins, mais nous tous, le français était à l'honneur durant ces 3 jours. Donc, ne serait-ce que par rapport à cela, nous avançons en matière d'évaluation dans l'espace francophone. Et nous avions pu bénéficier, échanger sur les savoirs et connaissances issus des experts francophones. Nous avons eu la présence de CLIR francophone, Expertise France, ENS Lyon, Artemis, l'ENA, et bien sûr, encore une fois, une liste non exhaustive. Voilà, et je continue ma liste d'outputs. Donc, inscrire la francophonie dans l'agenda mondial de l'évaluation. Premier point que je retiens, c'est que nous avons donc maintenu la dynamique FIF, puisque c'est le 5e, et je pense que cette synthèse et la clôture vont se projeter vers le 6e forum FIF, qui, j'en suis convaincue, se tiendra dans les délais. Et ensuite, nous avons discuté de l'agenda de Turin, dans lequel s'inscrit bien entendu l'évaluation francophone. Et vous m'excuserez, ce n'est pas inscrit, mais ça a bien fait l'objet d'un atelier les 10 ans du FIF, de la RFE plutôt. Donc, toujours cet agenda francophone de l'évaluation. Et en ce qui me concerne, je suis appelée à faire un compte-rendu de ce forum francophone de l'évaluation au niveau de l'Assemblée parlementaire africaine pour l'évaluation, la PNOD, pour dire donc que l'agenda francophone de l'évaluation est présent à différents niveaux et à la suite de ce 5e FIF encore davantage.
Avant-dernier objectif que nous nous étions fixés, c'était de renforcer les capacités nationales d'évaluation. Je pense que, indiscutablement, tous ceux et celles qui sont ici au nom des associations nationales ne peuvent que repartir enrichis des différentes séquences. Elles ont été nombreuses, elles ont été riches, elles ont été fournies, et autant de matière pour renforcer nos actions dans nos pays respectifs. Et bien entendu, nos partenaires ont été présents et nous ont questionnés sur les soutiens qu'ils pourraient apporter à nos différentes associations. Ça a été le cas à différentes reprises et je les en remercie. Enfin, le dernier objectif de ce forum était de promouvoir la diversité, l'égalité et l'inclusion dans l'espace francophone. En matière d'approche genre, je pense que hier, nous avons eu une plénière d'ouverture qui a fait lever les femmes. Je ne referai pas l'exercice parce que nous sommes fatigués, mais les femmes sont bien présentes et l'approche genre, ce n'est pas seulement les femmes, c'est d'autres catégories. Et voilà, nous avons eu des ateliers qui ont parlé de l'évaluation avec et pour les enfants, des évaluations avec et pour les jeunes. Donc nous sommes bien inscrits dans cette inclusion, dans cette diversité. Et diversité aussi au niveau culturel, puisque nous sommes tous ici avec nos spécificités qui sont la richesse du monde francophone. Et donc, il n'est plus utile, je pense, d'en faire davantage sur ce point. Et je dirais donc que ce forum a été un succès parce que notre dynamique se maintient et que nous avons entre nos mains des innovations et des outils grâce au numérique qui était à la base de ce forum et qui démocratise le concept. Alors, j'hésitais à dire qu'il vulgarise le concept, qu'il démocratise, mais la politicienne en moi a pris le dessus, donc c'est démocratise que j'ai choisi. Et pour finir, je dirais que ce forum est l'occasion de réunir un formidable réseau humain. Moi, je repars avec en souvenir et surtout riche des François, des Hortense, des Guy, de tous ceux qui ont été ici, des Nicolas, des Moine et de tous ceux qui sont venus et en sus de l'intelligence artificielle ont bien démontré que, avant tout, l'évaluation, c'est notre affaire à nous, personnes, dans nos responsabilités respectives. Et donc, Merci. Et donc, merci à tous. Et si vous le voulez bien, un petit exercice à la malgache que je vous propose. Chez nous, à Madagascar, dans les grandes circonstances, nous avons notre manière d'applaudir. Donc, ça s'appelle le lamaku. Et je dirai lamaku et vous applaudirez 4 fois. Je redirai lamaku, vous applaudirez encore 4 fois. Je dirai averin, vous applaudirez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 fois. Et nous terminerons par atambar et un seul applaudissement. Voilà. Donc, je me lance. Alors, lamaku, c'est 1, 2, 3, 4. Lamaku, 1, 2, 3, 4, applaudissements. Averin, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Atambar, 1. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. Lamaku. Lamaku. Averenu. Atambar. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, l'honorable député. Merci pour cette belle synthèse et riche d'enseignements aussi. Alors, et cet exercice, hein, c'est fini. Maintenant, je passe la parole à Monsieur Philippe Poirier. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, je voudrais remercier le réseau francophone de l'évaluation et la SOLEP
de m'avoir invité. Je ne sais si je vais réussir à faire une synthèse, mais peut-être à donner quelques réflexions ou perspectives sur le thème que vous avez abordé pendant ces jours féconds. Je dois dire qu'à ma grande surprise, je découvre que le Luxembourg devient un climat tropical dans la salle. Il fait très chaud, donc ça mériterait peut-être une évaluation du système d'aération et de ventilation de la salle. Plus sérieusement, j'articulerai mon propos en 5 points. Et en commençant par une histoire, une anecdote qui est arrivée il y a 2 mois à l'Université du Luxembourg, dans lequel je suis professeur et je suis titulaire d'une chaire de recherche en études parlementaires, et notamment pour tous les parlements de langue française de par le monde. Donc, je suis dans la grande famille de la francophonie, si je peux dire. Donc, quelle est cette histoire ? Il y a 2 mois, notre nouveau recteur nous envoie un courriel à tous les professeurs en disant « Imaginez des projets de recherche pour les 10 années à venir qui soient interdisciplinaires, qui engagent la révolution numérique et qui portent notre université vers le meilleur. » Bien entendu, ce n'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et avec quelques collègues, nous avons réfléchi à un premier projet, mais la réflexion de ce projet est autour de politique publique, santé et numérique. Et le premier problème que nous avons eu, c'est de se comprendre. Nous parlons tous l'anglais ou le français, mais nous avons un problème de langage, de compréhension de ce que signifie le numérique, de ce que signifie une politique publique, et encore plus si nous venons du domaine de la biologie, du droit ou de l'informatique. Et donc, à partir de cette expérience, eh bien, je vais essayer de vous proposer une petite grille d'analyse en 5 points pour essayer de comprendre comment on peut faire le lien, ou mieux faire le lien, ou réfléchir ensemble à l'avenir sur politique publique et numérique et évaluation. Premier point, première étape, l'objectivation. Vous le savez tous, une politique publique, c'est une compétition ou une complémentarité entre différents acteurs pour identifier un problème politique, à traiter, à trouver des solutions. Nous connaissons les acteurs traditionnels, les groupes d'intérêt, les administrations, les partis politiques, les gouvernements, les agences internationales, etc. Mais depuis quelques années, nous avons l'intelligence artificielle. Le premier enjeu à venir de cette objectivation dans la politique publique, c'est comment nous allons établir un équilibre entre l'intelligence artificielle et toutes les autres formes d'objectivation que nous avions l'habitude. C'est l'un des premiers enjeux. Deuxième point, l'information. Ce n'est pas des spécialistes et des professionnels de l'évaluation que je vais dire que la qualité de l'information, la quantité d'information, la capacité de traiter l'information, d'identifier les sources de l'information et de faire bon usage de cette information est un élément essentiel dans une politique publique et dans une évaluation d'une politique publique. Or, avec le numérique, avec l'intelligence artificielle, nous avons non seulement un autre acteur de l'information, mais nous avons à faire des choix d'attribution dans le numérique. Faut-il utiliser des données au titre de l'information ou faut-il confier à l'intelligence artificielle et au numérique le traitement des données qu'ils produisent? Et là, c'est un enjeu absolument démocratique aussi. L'information dans l'évaluation avec le numérique et l'intelligence artificielle. Le troisième point que je voudrais aborder rapidement, c'est la budgétisation. Vous le savez bien, l'un des enjeux d'une politique publique, c'est comment mobiliser des ressources financières pour atteindre tel ou tel objectif qui ont été définis. Jusqu'à quand on est capable de dépenser et comment on dépense cet argent-là qu'on consacre à cette politique publique et comment
ces dépenses ont été faites de manière judicieuse. Or, aujourd'hui, l'évaluation des politiques publiques avec l'intelligence artificielle et numérique va sans doute nous obliger à mobiliser des fonds que nous ne pouvons même pas encore imaginer l'importance. Or là, c'est un défi, non seulement pour toutes les démocraties, mais c'est un défi parce qu'il y a un risque de déséquilibre entre des pays moins avancés et des pays plus développés, quels qu'ils soient d'ailleurs. Donc là, c'est un enjeu, la budgétisation de l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle pour aider aux politiques publiques et à leur évaluation. Quatrième point, c'est l'exécution. Vous le savez bien, en tant que spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, l'exécution d'une politique publique, c'est non seulement ceux qui sont en charge de cette exécution, le gouvernement, des autorités locales et différents partenaires, mais c'est aussi l'exécution, c'est les publics cibles de la politique publique. Comment associer mieux les différents publics cibles? Et là aussi, cela pose une question sur l'inégalité d'accès de ces publics cibles à la culture numérique. Et là, c'est un enjeu de l'évaluation, comment inclure mieux ces différents publics cibles. Et là, ça ne touche pas ni les pays les plus développés ou les moins avancés, cela touche à l'intérieur même, par exemple, de la société luxembourgeoise ou de d'autres sociétés. Enfin, cinquième point, à regarder les panels et en avoir écouté certains, c'est bien sûr l'évaluation, justement. L'évaluation. Or, l'évaluation, comme tout secteur, va sans doute connaître une révolution dont nous ne mesurons pas encore aujourd'hui. Nous ne sommes pas capables de mesurer ce que va entraîner l'intelligence artificielle dans l'évaluation. J'ai bien écouté différents panels. On nous a montré des pieuvres électroniques, on nous a montré des systèmes, on nous a montré de l'ami ou du faux ami de ChatGPT, etc. Mais il va falloir véritablement, dans le cadre de l'évaluation elle-même, avoir des questions de déontologie, de rendre pratique, d'éthique, d'exécution de ces instruments, de ces outils informatiques et numériques pour l'évaluation. Et là, on parlait tout de suite de s'inscrire dans l'agenda mondial de l'évaluation. Il y a vraiment une piste fondamentale à poursuivre. Et celle-ci ne peut se faire qu'à travers 3 éléments, ou du moins, potentiellement 3 éléments minimum. Nous devons, et j'en reviens à un projet de recherche de l'Université du Luxembourg, nous devons être absolument dans l'évaluation dans une logique interdisciplinaire. Et c'est déjà un enjeu considérable. Parce que le domaine des sciences, le domaine de l'administration, le domaine des évaluateurs nous ont conduit chacun à forcément des spécificités, parfois même à se concentrer sur nos spécificités et à ne plus être capable d'être en relation dans le cadre de l'évaluation. Donc c'est un enjeu, l'interdisciplinarité. Deuxième enjeu, c'est bien entendu, puisque nous sommes dans l'espace francophone, puisque nous avons des instruments de l'intelligence artificielle qui sont avant tout et d'abord construits dans une langue, il va falloir adapter les instruments numériques au multilinguisme mondial qui est pratiqué et qui, derrière ce multilinguisme numérique, c'est en fin de compte différentes conceptions de l'évaluation qui se jouent. Donc c'est un enjeu considérable. Et puis, troisième et dernier enjeu, j'ai déjà abordé, c'est que l'évaluation et le numérique révèlent profondément l'inégalité de conditions que nous connaissons aujourd'hui sur notre planète. Inégalité des conditions. Est-ce que l'évaluation va permettre de résoudre une partie de l'inégalité des conditions ou au contraire va accroître l'inégalité des conditions et donc l'inégalité de développement, l'inégalité d'accès, de production et d'information. Pour finir, mais ce n'est pas finir puisque ce ne sont que des perspectives,
dont je suis bien incapable de répondre avec mes collègues. Mais pour finir, je renverrai à un penseur des sciences très connu en sciences sociales et des sciences, Karl Popper, qui, dans la logique de la découverte scientifique, nous rappelait une seule chose. Il faut toujours remettre en cause, systématiquement, une théorie ou un résultat de notre évaluation scientifique. Toujours. C'est le propre même de la qualité de l'évaluation. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cette belle conclusion. Je ne sais pas si vous avez des commentaires dans la salle, des questions de précision ou votre grain de sel. Vous n'avez pas apprécié le forum? Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le micro? Merci. Merci. Je me nomme Vincent Okoma. Je viens de Côte d'Ivoire et je suis le vice-président du réseau ivoirien de suivi et d'évaluation, RIS. Je voudrais remercier d'emblée tous nos éminents évaluateurs qui ont pu prendre la parole tout à l'heure. Mais je m'inquiète d'une chose. Aujourd'hui, le numérique est de vigueur. Mais je voudrais insister sur le fait qu'il y a deux pôles. Je ne parle pas du pôle nord ni du pôle sud, mais je parle du nord et du sud. Au nord, l'accès aux informations indiquées sont faciles. Alors qu'au sud, vous avez des pays où encore nous sommes en G2, en G3 et pour les plus chanceux, en G4. Je prends le cas de mon pays. J'ai été choisi comme modérateur du panel. Et donc, pour cela, il fallait avoir des réunions en vidéo, en visioconférence, mais ça n'a pas été facile. Parce qu'il suffit qu'il y ait de la pluie à Abidjan, et bien, on n'a plus de réseau. Alors qu'à Paris, ou au Luxembourg, même s'il pleut pendant un mois, on a les réseaux. Donc là, nous ne pouvons pas parler la même langue et le même langage. Je fais le plaidoyer pour que, si nous sommes assez représentés, le pays du Sud, si nous devons être pris en compte, eh bien, ce problème-là, il faut qu'on puisse trouver solution à cela. Ma deuxième intervention en termes de suggestion. Pour la petite expérience que j'ai acquise au niveau de l'AFREA, parce que j'ai été représentant de l'Afrique de l'Ouest pendant 3 ans au bureau de l'Association africaine d'évaluation, eh bien, les dispositions sont prises chaque fois pour que, à la clôture, on puisse savoir le prochain pays qui abriterait la prochaine conférence. Je pense que cela permet au pays d'être un peu plus relax. Au lieu de
faites dans la précipitation, ça entraîne des désistements, parfois au dernier moment. Alors, la troisième chose, et là, je voudrais m'adresser à vous, messieurs, mais aussi au secrétaire permanent du RFE, que je félicite beaucoup parce qu'il a été très dynamique. Et je pense que cela vaut des applaudissements pour lui. Vous voyez, on ne peut pas parcourir une si longue distance entre les capitales ou même les villages africains pour arriver au Luxembourg et parfois rester sans atteindre l'objectif pour lequel on a fait le déplacement. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure, Madame la Présidente, vous avez dit tout à l'heure que nous sommes à notre 5e FIFE. C'est beaucoup. Mais quel est l'élément de mesure qu'on a institué au sein du RFE pour montrer qu'on progresse ou qu'on régresse? FIFE précédent a eu un thème. Ça a été développé. On a fait la fête, etc. Aujourd'hui, on est revenu. Est-ce que, pour le FIFE passé, est-ce qu'il y a des recommandations pertinentes qui ont été faites et qui ne sont pas atteintes ou qui ne sont pas appliquées? Je pense que, je le dis parce que je suis enseignant aussi, et il faudrait qu'au niveau de notre organisation, on puisse mettre une structure pour suivre les recommandations d'un FIFE N, pour qu'au FIFE N+1, on puisse savoir qu'on est en progrès. Parce qu'il faut qu'on soit en progrès. Si on doit régresser, ce n'est pas la peine. Merci beaucoup, monsieur. Parce Merci. qu'on est un peu en retard dans le temps, alors on peut prendre juste une toute petite question ou un petit commentaire. Bon, je vous remercie. Voilà, c'est mon moment de gloire, ça dure 10 secondes. Voilà, on remercie évidemment tous les panélistes qui ont pu clôturer ce moment collectivement, partager ces réflexions. Et je vous propose de passer sans plus attendre à notre dernière intervention formelle de notre forum, à savoir l'intervention de M. Marco Segon, qui est directeur exécutif du bureau de l'évaluation indépendant de l'UNFPA, pour le dernier partage de réflexion autour de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, on n'en a pas fini. Je réagis juste au commentaire de notre collègue. C'est exactement ce qu'on s'est dit dans plusieurs ateliers aujourd'hui. Quelles sont les recommandations qu'on tire de nos ateliers? Quelle synthèse on va en faire? Et puis, le cas échéant, quel suivi? Il ne manquerait plus que chez nous, on ne fasse pas nôtre les bonnes pratiques qu'on voudrait que les uns et les autres fassent au niveau public ou privé. Donc, je pense que c'est une bonne direction. On va aller dans ce sens. C'était mon petit moment de gloire. J'ai terminé. Je vous souhaite une bonne continuation. Qui est là? Au moment de